Bienvenue dans notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un mystère vraiment fascinant, le manuscrit de Voynich. Ah oui, le fameux livre que personne ne peut lire. Exactement. Un codex du début du XVe siècle rempli d'un texte incompréhensible et d'illustrations totalement énigmatiques. Il a été redécouvert en 1912 par Wilfrid Voynich et maintenant il est à Yale. Et il continue de défier tout le monde. C'est ça, notre mission aujourd'hui va être explorer un peu ce mystère, son histoire, ses images un peu folles et les théories qui circulent. Comprendre pourquoi il nous fascine tant, quoi. Mais juste avant de nous lancer tête baissée là-dedans, prenez un petit instant pour soutenir All Sort Podcast. Si ce genre d'exploration pique votre curiosité, montrez-le nous. Un petit clic sur j'aime, partagez et surtout abonnez-vous sur YouTube. Allez voir aussi nos autres discussions passionnantes et n'oubliez pas de suivre All Sort Podcast sur X, Instagram et Threads. Comme ça, vous ne manquerez rien de nos découvertes. Bon, alors, le manuscrit lui-même. Physiquement, on parle d'un livre d'environ 234 pages. C'est du vélin. Oui, de la peau de veau, en gros. Voilà, et la datation au carbone 14, elle nous dit que ce vélin date d'entre 1404 et 1438. Ce qui frappe tout de suite, ce sont les illustrations. Très colorées, mais vraiment bizarres. C'est le moins qu'on puisse dire. Des plantes qu'on ne connaît pas, ou alors des hybrides étranges. Et ces cartes du ciel, astronomiques ou astrologiques, on ne sait pas trop, elles sont déroutantes. Sans parler de ces femmes nues dans des sortes de systèmes de tuyaux verts complexes. Les fameuses sections balnéologiques. Assez uniques, oui. On essaie de le classer, herbier, astronomie, biologie, peut-être cosmologie, pharmacologie. Et puis des pages de texte seules, des recettes peut-être. Et c'est là qu'arrive le gros problème, ce texte. Ben oui. L'écriture. C'est un alphabet inconnu. Totalement! Personne n'a réussi à le déchiffrer depuis plus d'un siècle. C'est fou quand même, hein. Et le plus troublant, c'est que quand on analyse statistiquement ce texte, la fréquence des lettres, la longueur des mots, ce genre de choses, il a l'air structuré. Ça ressemble beaucoup à une vraie langue naturelle. Comment ça? Mais par exemple, il suit la loi de Zipf, qui dit en gros que le mot le plus fréquent apparaît 2 fois plus que le deuxième, 3 fois plus que le troisième, etc. L'entropie, la complexité interne, tout ça, ça colle avec une langue qui aurait un sens. Mais alors, si ça ressemble tant à une langue, pourquoi personne n'arrive à le lire? Même avec les ordinateurs et tout, hein. C'est tout le paradoxe, justement. Malgré cette structure qui semble logique, il y a des anomalies. Des choses qui clochent par rapport aux langues qu'on connaît, surtout les langues européennes. Par exemple? Des répétitions de mots ou de courtes séquences de lettres qui sont statistiquement très improbables dans une langue naturelle. Ou certains caractères qui n'apparaissent que tout au début ou tout à la fin des mots, jamais au milieu. C'est ce genre de détail qui rend le décryptage si difficile et qui ouvre la porte à d'autres idées. Oui, forcément, on pense au canular. Et si tout ça n'était qu'une blague hyper élaborée? Ça expliquerait bien pourquoi c'est indéchiffrable. C'est une hypothèse logique. Mais fabriquer ça au XVe siècle, le coût du vélin, des encres, le temps passé, c'était pas rien quand même. Il fallait une sacrée motivation. Tout à fait. Alors, on a cherché des coupables, souvent du côté de l'empereur Rodolphe II, qui l'aurait eu en sa possession, et les noms qui reviennent, c'est John Dee, l'astrologue anglais, et surtout son associé Edward Kelly. Ah, Kelly. Un personnage sulfureux. Alchimiste, médium autoproclamé, et surtout connu pour être un escroc. Et l'inventeur de la langue énochienne. Et la langue des anges, soi-disant. Ça colle bien à un type capable d'inventer une langue. Et puis il y a eu des expériences plus récentes, non? Comme celle de Gordon Rugg. Oui. Rugg a montré qu'en utilisant des techniques assez simples, comme des grilles et des syllabaires, connues à l'époque, il était possible de générer un texte qui ressemble statistiquement au Voynich. Donc techniquement, un faux intelligent était faisable. D'accord. Mais cette théorie du canular, elle a aussi ses faiblesses, j'imagine. Oui, plusieurs. D'abord, la datation du vélin, début 15e. Dee et Kelly, c'est fin 16e. Il aurait fallu qu'ils trouvent un stock de vieux vélins vierges, vieux de 150 ans. C'est pas impossible, mais bon. C'est compliqué, oui. Ensuite, la preuve que Rodolphe II l'a acheté repose sur une lettre écrite bien plus tard, dont la fiabilité est discutée. Et surtout, pour beaucoup de spécialistes, la complexité même du texte, sa cohérence interne, tout ça, ça ne ressemble pas à un charabia aléatoire, même bien fait. Des cryptographes de génie comme William Friedman, qui a cassé des codes japonais pendant la guerre, s'y sont cassés les dents. Ça suggère quand même qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond qu'une simple farce. Ce qui nous ramène à toutes les autres pistes. Et il y en a un paquet. Ah, ça oui. Un herbier, mais avec des dessins très stylisés ou juste maladroits.
On a comparé avec des plantes réelles, même des plantes mexicaines anciennes, rien de probant. Une langue qu'on a perdue depuis. Ou une langue inventée, mais pas pour tromper, peut-être pour une société secrète. Ou la transcription d'une langue non européenne avec un alphabet créé pour l'occasion. Il y a eu des tentatives. Stephen Bax, par exemple, a cru identifier des noms de plantes comme le genévrier. Mais sans que ça mette tout le monde d'accord. Non, loin de là. Le consensus, il est simple. Il n'y en a pas. On en est toujours au même point, en fait. Et c'est peut-être ça qui continue de nous fasciner autant, non? Je crois que oui. Le Voynich, c'est l'énigme parfaite. Il incarne vraiment les limites de notre savoir, l'attrait de ce qu'on ne comprend pas. C'est aussi une fenêtre sur cette pensée médiévale ou début Renaissance, où l'observation de la nature, l'alchimie, l'astrologie, tout ça se mélangeait d'une façon qui nous dépasse un peu aujourd'hui. Il résiste et ça nous pousse à chercher. Exactement. Il stimule l'imagination collective, notre besoin de trouver du sens, même face à quelque chose qui semble fait pour nous en priver. Au final, la question n'est peut-être pas tant « qu'est-ce que ça raconte ?», mais plutôt « est-ce qu'on arrivera un jour à le savoir ?» Ou alors, est-ce que sa vraie valeur, maintenant, c'est justement son mystère, ce reflet de notre quête humaine face à l'incompréhensible? Une belle question pour finir. Si cette exploration vous a intrigué, alors continuez l'aventure avec All Sorts Podcast. N'oubliez pas, aimez, partagez, abonnez-vous sur YouTube. Allez jeter une oreille à nos autres épisodes et suivez All Sorts Podcast sur X, Instagram et Threads pour ne rien rater et continuer à nourrir votre soif de découverte. Merci de nous avoir écoutés.